Dans les profondeurs du Titanic, par Paul-Henri Nargeolet. À propos de l'auteur, Paul-Henri Nargeolet, né à Chamonix, en France, après une carrière de 22 ans dans la Marine nationale, il accède au grade de capitaine de frégate. Il rejoint l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER, en tant que responsable des submersibles Grand Fond en 1986. L'année suivante, il dirige la première expédition de récupération menée sur le Titanic. Il vit aujourd'hui aux États-Unis. À mon ami le commandant Philippe Taillez, le père des plongeurs de la marine française qui m'a dirigé quand j'étais adolescent vers la plongée, puis plus tard vers l'intervention sous-marine. Sa devise, l'enthousiasme est la seule vertu. À mon ami Georges Tulloch, avec qui j'ai passé beaucoup de temps sur le site du Titanic et qui m'a fait connaître son pays, les États-Unis d'Amérique. Sans lui, toute cette histoire n'aurait sans doute jamais existé. Date et chiffres. RMS Titanic, armateur White Star Line, Liverpool, copropriétaire White Star Line, Royaume-Uni, International Mercantile Marine Company, États-Unis, port d'attache, Liverpool. Classe olympique, Sister Ships RMS Olympique lancé en 1911, RMS Britannique lancé en 1914. Architecte Thomas Andrew, 1873-1912, disparu dans le naufrage. Alexander Montgomery, Carlisle, 1854-1926. Chantier Harland et Wolff, Belfast, Irlande du Nord. Coque à acier rifté 2000 plaques de 3 fois 2 mètres, maintenues par 3 millions de rivets environ. Longueur 269 mètres. Mètre beau, la plus grande largeur du bâtiment, 28 mètres. Hauteur totale, cheminée comprise, 53,10 mètres. Tirant d'air, 45 mètres. Tirant d'eau, 10,54 mètres. Puissance entre 46 000 et 51 000 chevaux vapeur. Puissance maxi obtenue avec l'appoint de la turbine à vapeur. Vitesse de croisière 21 à 22 nœuds. Vitesse maximale 23 à 24 nœuds. Déplacement, poids du volume d'eau déplacé par le navire à flot, 5 310 tonnes. Effectif équipage 885. Nombre maximal de passagers 2471. Mise en chantier 21 mars 1909. Lancement 31 mai 1911. Essai en mer 2 avril 1912 de 6 heures à 18 heures. Mise en service 10 avril 1912. Traversée inaugurale et naufrage. Départ de Southampton, Angleterre, 10 avril 1912 à 12h15. Escale à Cherbourg, 10 avril 1912 de 18h35 à 20h10. Escale à Queenstown, aujourd'hui Cobb, République d'Irlande, 11 avril 1912 de 11h30 à 13h30. Collision avec un iceberg, 14 avril 1912 à 23h40. Naufrage, 15 avril 1912 à 2h20. Arrivée sur zone de Carpathia, 15 avril 1912 à 3h30. Premier canot secouru, 4h10. Présent à bord lors de la traversée, 889 membres d'équipage, 1326 passagers. Bilan entre 1491 et 1513 victimes, 705 rescapés. Découverte de l'épave le 1er septembre 1985. Première récupération d'objets 25 juillet 1987. Dernière survivante, Elisa Gladys Milvina Dean, décédée le 31 mai 2009 à l'âge de 97 ans. Nota bene, les horaires indiqués sont en heure locale. Chapitre 1. Samedi 25 juillet 1987, première plongée sur le Titanic. 12h22, sommes sur l'objectif. Sur le carnet de bord du Nautil, le logbook dans notre jargon, 3 mots griffonnés pour exprimer l'indicible. La proue du Titanic vient de surgir dans le faisceau des projecteurs de notre sous-marin de poche. Un grand silence s'abat instantanément dans l'habitacle, alors que Guy Scarron, Max Dubois et moi n'avons pas cessé d'échanger des informations pendant 1h30 de descente vers le fond. Plus personne ne dit rien pendant 10 bonnes minutes. Sous nos yeux, la plus belle image que l'on puisse avoir de l'épave. La plage avant, avec les treuils, les chaînes d'ancre, toujours en place 75 ans plus tard. Le spectacle est saisissant. À cette profondeur, la vie marine se réduit au minimum. Pas d'algues ondulantes, de tapis d'éponges, de gorgones ou de coraux multicolores pour masquer la ferraille. Seule note colorée, les ruticules. Ces stalactites de rouille fabriquées par des micro-organismes dont l'orangé tranche sur la voile, gris de sédiments marins et le noir absolu de l'eau. À la joie d'avoir atteint notre but dès cette première plongée, nous nous attendions depuis si
que nous attendions depuis si longtemps, se mêle la tristesse devant l'évidence du drame. Dans nos têtes défile en accéléré la tragédie du Titanic telle que nous la connaissons. L'iceberg, le choc à peine perceptible, la plupart des passagers ne s'aperçoivent de rien. La mer étrangement calme, les lumières qui clignotent une dernière fois, le paquebot qui s'enfonce dans les ténèbres, les 1500 victimes. L'émotion est si forte que Guy Scarron, pilote chevronné s'il en est, commet une légère erreur. Le Nautil frôle une rambarde de l'épave, un des lestes de sécurité se détache. Tout le monde reprend ses esprits. Nous sommes là depuis 3 minutes à peine, nous risquons de remonter vers la surface. Décidément, ce début de campagne est plus mouvementé que prévu. 2 jours plus tôt, sur le Nadir, le bateau support de l'expédition, nous ratons un peu de peu l'épave. En 1987, pas de GPS. Le sonar nous indique que nous sommes sur une formation géologique baptisée Canyon du Titanic, orientée nord-sud. C'est une impasse. Le demi-tour est obligatoire, nous devons nous tourner vers la droite ou vers la gauche. Compte tenu de la largeur du canyon que nous observons sur le sondeur, nous décidons à droite, au pifomètre. Le Nadir repart plein et, coup de chance, le sondeur signale très vite l'épave. Nous pouvons maintenant mouiller et installer le champ de balise du positionnement qui va guider la navigation du Nautil. Le lendemain, nous faisons une plongée d'essai à 500 mètres de profondeur, plongée qui tourne court car elle est perturbée par la présence d'un banc de cétacés faisant un bruit épouvantable rendant impossible les communications entre le Nadir et le sous-marin. Heureusement aujourd'hui, les animaux sont partis. Le Titanic se trouve bien là où nous l'attendons. Maintenant, avec ce petit incident, allons-nous réussir à nous maintenir sur l'épave? Guy Schiaron joue habilement du régleur, cette sphère que l'on peut remplir d'eau pour modifier la pesée du Nautile. Après 40 minutes d'effort, le sous-marin, alourdi de plusieurs dizaines de kilos, est stabilisé. Nous pouvons redescendre sur le Titanic, atteint à 13h05. Maintenant, au travail, nous avons une longue liste d'objectifs de plongée et compte tenu du temps perdu, pas plus de 4 heures devant nous pour les réaliser. Nous disposons d'une carte établie par l'expédition de 1985 et des quelques observations effectuées par le sous-marin Alvin en 1986, mais nous devons tout vérifier. Comme toujours, la réalité sur place a peu de rapport avec les images et les documents. Et les surprises ne manquent pas. Par exemple, si l'Alvin a rencontré un courant sud constant, alors qu'on a longtemps cru qu'il n'y avait pas de courant notable à grande profondeur, nous sommes confrontés à un fort courant nord. Or, rien de plus dangereux qu'un courant pour un sous-marin de poche qui peut se retrouver plaqué contre l'épave et rester bloqué par un obstacle, un cordage en suspension qui se prend dans l'hélice ou une lourde tôle qui se détache par 3800 mètres de fond. Le droit à l'erreur n'existe pas. On est bien conscient d'être seul. Pour cette première prise de contact, nous nous livrons à une inspection générale de l'épave afin de préparer les prochaines plongées et de repérer les zones à risque. Nous commençons par faire le tour de la partie avant. Remontons prudemment par la muraille bâbord, évaluons jusqu'au well deck, le pont intermédiaire situé juste derrière le gaillard d'avant, puis nous remontons le long du mât, couché sur le côté de la passerelle, jusqu'au nid de pie, le poste d'observation depuis lequel le veilleur Frédéric Fleet a crié «Iceberg droit devant!» en sonnant les 3 coups de cloche réglementaires le 14 avril 1912 à 23h40. À la passerelle couverte et fermée à l'avant, mais ouverte sur les côtés, selon les dispositions habituelles de l'époque, nous pouvons repérer l'emplacement de la barre à roues. Si la barre elle-même a disparu, son socle et la place du compas restent bien visibles. De là, nous rejoignons la chambre du capitaine, éventrée, sans doute par la chute d'une cheminée, ce qui permet au passage d'apercevoir la salle de bain et la baignoire. Apparemment, plus de cordage qui traîne. Le chanvre s'est dissous depuis longtemps. Mais les haubans du mât, pendant le long de la coque, pendant le long de la coque. Après examen, ces câbles d'acier ne sont pas dangereux pour le sous-marin. La coque et les superstructures semblent assez solides pour qu'on puisse s'en approcher. On sait que les témoignages de rescapés que le Titanic s'est cassé en deux juste avant de couler, contrairement aux conclusions des commissions d'enquête affirmant que le navire avait sombré d'un seul bloc. Nous n'avons cependant aucune idée de ce qui nous attend tandis que nous manœuvrons vers la poupe, 600 mètres plus loin. Contrairement à l'avant qui a conservé son allure générale malgré les déformations, l'arrière semble avoir été disloqué par une série d'explosions, implosions. Ce n'est plus qu'un labyrinthe de ferrailles tordues en tous sens. C'est là, on repère quelques pièces maîtresses, un cylindre de machine alternative, des chaudières, des turbines de générateurs. Entre les deux parties du navire apparaît un premier champ de débris où nous récupérons le tout premier objet du Titanic à 14h37. Les projecteurs du Nautil caressent les contours d'une petite assiette en métal argenté. Elle portera le numéro 1 de l'inventaire des 1892 objets que nous remonterons d'ici au 9 septembre.
Plus au sud, un autre champ de débris très riche s'étend à perte de vue. On découvre bientôt qu'il s'étire sur plus de 1 mile par un demi-mile, environ 1900 mètres de long sur 900 mètres de large. Nous avons maintenant une idée plus précise des forces terribles qui ont œuvré pendant le naufrage. Lors de leur chute en accéléré, pas plus de 5 à 6 minutes selon les estimations. Les deux gigantesques tronçons de la coque sont en partie vidés de leur contenu, qui s'est en quelque sorte saupoudré sur près de 2 km². Puis, à chaque morceau de coque s'est écrasé sur le fond. Puis chaque morceau de coque s'est écrasé sur le fond rocheux à une vitesse estimée entre 40 et 50 km/h. L'impact très violent a provoqué des dégâts énormes. L'avant s'est planté comme une flèche dans la couche de sédiments, soulevée d'une vingtaine de mètres jusqu'au niveau des ancres. L'arrière s'est enfoncé en pivotant, hélice en avant. L'hélice centrale est enfouie dans le sol. Les hélices latérales sont remontées de plusieurs mètres. Le choc a brisé les énormes machines alternatives à vapeur haute de 4 étages, séparant les premiers cylindres et les bielles. Certaines chaudières auxiliaires ont atterri à plusieurs dizaines de mètres de la poupe, malgré leurs 60 tonnes. À 17h01, nous arrivons en limite des batteries 220 volts. C'est rageant, mais il faut rentrer. Nous faisons surface à 18h56 après 8 heures et 37 minutes de plongée. À 19h28, nous sommes sur le pont du Nadir. Mission accomplie pour aujourd'hui. Et si nous avons réalisé cette première plongée sans attendre le feu vert officiel, la nouvelle que tout le monde attendait est arrivée pendant que nous étions au fond. Le contrat entre l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER, et son partenaire américain est définitivement confirmé. L'expédition va se dérouler comme prévu, contrairement à celle de l'année précédente, programmée avec l'Alvin et annulée in extremis faute de sponsors. Toute l'équipe avait été cruellement déçue, moi le premier. J'avais quitté le navire, j'avais quitté la marine nationale pour mener à bien cette mission. Il y avait de quoi regretter ma décision. Cette fois, c'est la bonne. Ce que j'ignore encore au soir de cette première plongée, c'est que le Titanic vient de s'installer au centre de ma vie. 34 ans et 8 expéditions plus tard, toute mon existence tourne autour de lui. J'ai déménagé de France pour m'installer aux États-Unis. Je suis devenu directeur des recherches sous-marines de RMS Titanic Inc., aujourd'hui Incorporation, aujourd'hui filiale d'Experiential Media Group, la société qui a financé et organisé les expéditions et créé les expositions des objets du Titanic. Je collabore avec d'autres entreprises américaines, comme Caladan Oceanic, fondée par Victor Vescovo, un explorateur fortuné détenteur de tous les records de plongée dans les 5 océans, qui propose des plongées à très grande profondeur, ou Ocean Gate Expedition, dont le confortable sous-marin d'observation 5 places Titan permet d'embarquer les touristes passionnés pour visiter l'épave Titanic. Mon emploi du temps se partage entre préparation d'expéditions, plongée et conférences, plutôt amusant quand on est né à Chamonix. Tout se décide quand j'ai 9 ans. Mon père est nommé à Casablanca, je passe mon temps à barboter avec un masque, un tuba et des palmes dans une piscine à 2 pas de la plage. Il y a là toute une bande qui s'entraîne à faire de l'apnée, dont un certain Lemaître, ancien champion de France du plongeon artistique. Bien vite, je repère qu'il dispose d'un matériel complet pour faire de la plongée avec des bouteilles. Un jour, je les vois se mettre à l'eau tout près de la côte et je les suis, avec mon masque et mon tuba. Je me guide sur leur chapelet de bulles et je découvre en dessous de moi, à 20 mètres de profondeur, un petit cargo qu'ils sont venus explorer. Ma première épave. J'y retourne jour après jour, eux au fond et moi palmant aux surfaces. Je me crois très discret, mais je suis repéré. Un des types s'approche de moi, je n'emmène pas large. Est-ce que j'ai envie d'essayer? Un peu que j'ai envie. C'est comme ça que je fais ma première plongée avec des bouteilles dans la piscine de Casablanca. Dans la foulée, je dévore les livres de Cousteau, Dumas, Thaïez, Rebikov. Les 3 derniers devenant plus tard des amis. Je pratique la pêche sous-marine. Je m'entraîne à l'apnée comme mes nouveaux amis. Puis, adolescent et de retour en France, après une auto-formation avec mon cousin, je fais ma première descente avec des bouteilles sur l'épave d'un navire battant pavillon grec, l'Electra, qui a coulé dans le nord de la Bretagne, tout près de Roscoff. Mon cousin et moi l'explorons méthodiquement, week-end après week-end. Un jour, je parviens à pénétrer dans la lampisterie, où je récupère 4 fanaux en cuivre que je ramène triomphalement et j'en conserve 2 que je détiens toujours. Ma voie est toute tracée, la marine nationale et la formation de plongeur des mineurs, puis une carrière d'officier de marine, essentiellement dans le déminage et l'intervention sous-marine. Autant dire que lorsque l'Ifremer me propose en 1986 de m'occuper des sous-marins d'intervention et des futures expéditions sur l'épave Titanic, je réponds présent sans l'ombre d'une hésitation, et sans savoir que je vais devoir ronger mon frein pendant 1 an après l'annulation de l'expédition prévue cette année-là. Petit retour en arrière. Depuis son naufrage, Titanic est devenu le Graal des chasseurs d'épaves, pour ne pas dire des chasseurs de trésors.
Ne dit-on pas qu'une fortune en diamants et en lingots d'or dans la chambre forte du paquebot, dort dans la chambre forte du paquebot? Dès le lendemain de la catastrophe, les projets les plus fous sont échafaudés, à commencer par le renflouement du navire. On ignore alors que c'est impossible, puisque la coque s'est brisée avant de se fracasser sur le fond. La première tentative, un tant soit peu scientifique, remonte à 1977, quand le géologue Robert Ballard, l'Institut océanographique de Woodhull, Massachusetts, tente de quadriller la zone avec un équipement de détection suspendu au tube vertical d'un navire de forage. Le tube se brise, le matériel est perdu, c'est un échec total. Ensuite apparaît l'excentrique Jack Grimm. Après avoir traqué en vain le monstre du Loch Ness en Écosse, le Yéti népalais et son homologue des forêts profondes nord-américaines, le Sasquatch, sans oublier l'arche de Noé sur le mont Ararat, dont il exhibait fièrement ce qu'il pensait être un fragment, le Texan milliardaire décide de repêcher le trésor hypothétique du Titanic en 1980. Pendant 3 ans, il ratisse une vaste zone autour de la dernière position connue du navire, en vain, même s'il affirme en 1981 avoir repéré une hélice qui, selon lui, ne peut qu'appartenir au paquebot. Il sera incapable de la retrouver par la suite. De son côté, Bob Ballard, entre-temps devenu lui aussi chasseur d'épaves, n'a pas abandonné l'idée de localiser le Titanic. Une nouvelle expédition est organisée à l'été 1985, associant les Américains de Woods Hole et les Français de l'Ifremer, se mobilisant des navires de Knorr et le Surwit. Le binôme franco-américain Jean-Louis Michel Robert Ballard se lance à la recherche de l'épave, sans succès. Leur campagne d'investigation, menée pendant près d'un mois et demi avec un nouveau sonar latéral perfectionné, ne donne rien. 3 semaines supplémentaires de patrouille en utilisant cette fois une nacelle immergée hérissée de projecteurs, de capteurs et de caméras, l'argot n'apporte pas plus de résultats. L'expédition s'apprête à rentrer bredouille quand, le 1er septembre à 1 heure du matin, au lieu de la morne pleine de sédiments, un objet étrange surgit sur les écrans de contrôle du Knorr, un cylindre bardé de boulons, une chaudière du Titanic. Cette nuit-là, c'est Jean-Louis Michel qui veille devant les écrans. Ce n'est qu'une fois la découverte confirmée que l'on va réveiller un Ballard profondément endormi. Bob affirmera par la suite être allé se reposer et avoir été averti par un soi-disant chef opération qui n'était autre que le chef cuisinier. Ce qui n'empêche pas Bob Ballard de se proclamer seul découvreur de l'épave et de tenter, au cours des semaines suivantes, de se voir attribuer tous les droits sur l'épave par le Congrès américain. Il essuie un refus qu'il accepte mal encore aujourd'hui, et ce qui n'est pas sans conséquence sur les avatars juridiques du dossier Titanic depuis 1985. En apparence, cette découverte ne doit rien à la science, et tout au hasard. Le Titanic n'était pas là où on le cherchait, c'est-à-dire autour du dernier point estimé à 0h10 par l'un des officiers du paquebot. 41 46 nord, 50 14 ouest, mais à la position 41-44 nord, 49-46 ouest, soit une distance d'environ 14 miles marins ou 25 kilomètres. Certes, l'équipe de Jean-Louis Michel en 1985 avait élargi la zone de recherche à la position du paquebot Carpathia, lorsque celui-ci avait secouru les premiers canaux de rescapés du Titanic. Mais tout cela restait très imprécis. La zone à explorer s'étendait sur plus de 400 km². Autant dire qu'on avait cherché une aiguille dans une botte de foin. Et que par chance, ou par miracle, comme on voudra, on l'avait trouvée. Cependant, on apprendra par la suite qu'un navire hydrographique de la Royal Navy, le HMS Ikate, a dès 1980 localisé à cet endroit une épave de grande taille cassée en 2 morceaux. Sans être en mesure de l'identifier formellement, mais en notant soigneusement les coordonnées de ces 2 masses métalliques afin qu'elles servent de repère aux sous-marins nucléaires de l'OTAN. De plus, dès le début de l'expédition, un officier de quart de Surwit, Joseph Coic, signale par 2 fois un écho pouvant être une épave, et le jour de la première descente du sonar, une forte anomalie magnétique est détectée dans le même secteur. Ces informations sont alors écartées, jugées trop belles pour être vraies. Robert Ballard a-t-il eu vent par l'US Navy de la découverte du HMS Ekat, en principe encore aujourd'hui classé secret défense? A-t-il volontairement laissé s'égarer l'expédition de 1985 avant de se diriger au hasard vers une zone qu'il savait dès le départ prometteuse? Il est permis de le penser. Quelques jours avant cette première plongée de 1987, tout juste arrivé sur zone, j'étais monté en pleine nuit sur le pont du Nadir pour contempler la mer. Je n'ai rien d'un mystique, mais j'ai été saisi d'un sentiment étrange en regardant l'endroit où le drame s'est joué.
D'une certaine manière, tout s'est passé en surface, dans l'eau glacée à -2 degrés, non au fond de la mer. J'ai ressenti la même émotion en découvrant l'épave. On comprend aisément pourquoi le Titanic est devenu un mythe. Bien plus que la perte d'un paquebot prestigieux, ce sont les circonstances du drame qui ont frappé l'imagination, la croisière de rêve, la collision stupide avec un iceberg, le naufrage par mer d'huile, bien loin de l'imagerie spectaculaire des navires coulés par des vagues déchaînées, le nombre des victimes et surtout leur qualité. Pour ce premier voyage, le Titanic embarquait les plus grandes stars de l'époque, qui étaient alors les milliardaires et non les vedettes de cinéma. Sans doute ce basculement brutal de la fête, dont le chaos a-t-il marqué les esprits et donné naissance aux légendes les plus farfelues. Un nombre incroyable d'ouvrages, d'articles et de documentaires sont consacrés au Titanic. C'est le troisième sujet après la Bible et la guerre de sécession sur lequel on a le plus écrit. Si l'on s'en tient au fait, le Titanic n'est pas le paquebot d'exception que l'on présente souvent, ni le plus grand navire du monde, ni même le premier de sa lignée. Il appartient à une série de trois transatlantiques identiques destinés à la ligne Southampton-New York, commandée en 1908 par la White Star Line au chantier Harland and Wolff de Belfast. Le premier lancé, le RMS Olympique, entre en service le 14 juin 1911, reconverti en transport de troupes pendant la Première Guerre mondiale. Il s'illustre en éperonnant volontairement un sous-marin allemand semi-émergé de U-103 qu'il parvient à couler. Après refonte et modernisation, il reprend en 1920 une carrière sans histoire jusqu'à son retrait du service en 1935. Il reste connu dans l'histoire maritime sous le surnom du Old Reliable, le vieux fidèle. Le troisième de la série, le Gigantique, rebaptisé plus modestement Britannique, après le drame est lancé en février 1914, est d'emblée transformé en navire-hôpital. Il coule sur une mine en mer, Égée, en novembre 1916. Contrairement à celle britannique, l'épave est relativement accessible par 120 mètres de fond, et surtout sa coque, couchée sur tribord, demeure entière, même si la proue s'est presque entièrement détachée à la suite de l'explosion de la mine. Son exploration, toujours en cours, donne de précieuses informations sur les dispositions intérieures du Titanic, en particulier sur la chaufferie et la salle des machines identiques sur les deux paquebots. Celles du Britannique restent intactes, tandis que celles du Titanic sont méconnaissables, déformées et brisées par la destruction, survenue au niveau de la première rangée de chaudières auxiliaires lorsque le navire s'est brisé. Le Titanic, conçu au départ comme le jumeau de l'Olympique, bénéficie de retours d'expérience de son aîné en matière de raffinement. En première classe, naturellement, les secondes et troisième classes étant plus spartiates, même si le troisième classe du Titanic se montre d'un confort équivalent à la deuxième classe de bien d'autres paquebots concurrents. Les aménagements intérieurs sont revus à la hausse, le pont supérieur est fermé et vitré, les passagers de première classe de l'Olympique s'étaient plaints du vent. Les moquettes sont réputées d'une épaisseur inégalée jusqu'alors, autant de détails sur lesquels s'extasient les journalistes de l'époque. Et ils répètent à l'envi que le Titanic est insubmersible. Si la compagnie plus réaliste ou plus prudente qualifie en réalité ces paquebots de pratiquement insubmersibles, la presse ne s'arrête pas à cette nuance. Les deux suites pour milliardaires, avec pont promenade privée, retiennent davantage l'attention des chroniqueurs, tout comme le café parisien, copie fidèle d'une terrasse de café de Grand Boulevard. Mais de même que le Titanic avait relégué au second rang l'Olympique, qui avait pourtant fait les gros titres à sa mise en service, le Gigantique, encore plus luxueux, encore plus grandiose, faisant la une des journaux à grands coups de superlatifs, s'apprêtait à le détrôner. Un iceberg va suffire pour tout bouleverser et rendre le Titanic unique et immortel.